Nous sommes là pour parler de son, pour parler de podcast, mais pour parler surtout ce soir d'information, avec un débat extraordinaire dont je suis très fier d'avoir trouvé le titre sans savoir encore de quoi il va parler. Peut-on informer sans carte de presse ? Vous avez tous les trois fait des podcasts sur Arte Radio, mais pourtant vous avez des parcours, un rapport au journalisme et à l'information qui est complètement différent. On va donc parler de cela. Quel est le statut du journalisme aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a d'autres méthodes d'informer que simplement délivrer les infos ? Est-ce qu'on peut informer et dire la vérité sans posséder une carte de presse ? Nous accueillons Céline Martelet. Et sur ta bio, tu es grand reporter indépendante. Et ça me fait penser que j'ai jamais compris, ça veut dire quoi le mot grand reporter ? C'est un titre ? C'est une qualification ? D'abord, je suis grande. Oui. Non, en fait, c'est une qualification qui nous est... on va dire c'est une sorte de titre honorifique, mais qui est en fait donné un jour par un red chef qui, au vu de notre travail, dit toi tu es grand reporter. Donc ça peut être il y a aussi des grands reporters qui travaillent en politique. C'est pas forcément des gens qui vont se mettre sous les bombes en fait. C'est des gens qui ont des carrières et des spécialisations. Donc moi je l'ai eu après les printemps arabes. Mais il n'est pas écrit par exemple sur ma carte de presse. Voilà, il y a pas de, c'est pas un statut particulier au sein de la carte de presse. Déjà 30 secondes et on a appris quelque chose. Et donc tu dis c'est un statut qu'on n'obtient pas forcément en allant sous les bombes, mais toi tu travailles essentiellement au Moyen-Orient, en Syrie et en Irak. Tu as publié Chambre avec vue sur la guerre, le titre dit tout, puis avec Édith Bouvier, le cercle de la terreur sur Daesh. Tout récemment, tu publies L'asphyxie, Raqqa, chronique d'une apocalypse avec Oussama Mahmoud, un journaliste syrien, je crois. Exactement, oui. Sur la vie à Raqqa sous Daesh. Et toujours à propos de Daesh, tu es aussi autrice avec Édith Bouvier du podcast La Cage sur Arte Radio, qui a eu la mention spéciale au prix SCAM du documentaire au dernier Paris Podcast Festival. Donc sur la question de la carte de presse, j'imagine que tu as une carte de presse en platine, massif, doré. Non, elle est toute simple, elle est jaune, elle est moche. Il y a écrit mon numéro derrière, donc c'est le 91 130. Et sur ma carte de presse, il y a écrit pigiste, parce que je suis plus dépendante d'une rédaction aujourd'hui. Donc il y a écrit pigiste comme un pigiste qui va débuter dans la profession. J'ai pas de carte gold. Je suis désolée. Mais ça existe, la carte non, de presse pas gold ? Non, pas du tout. Non, on a tous les mêmes, elles sont jaunes, elles sont assez moches. Moi, j'ai fait exprès de garder la photo quand j'ai commencé, donc je suis toute jeune et tout, j'adore. Oui, on vieillit pas sur sa carte de presse. C'est ça l'avantage. Ouais. Oui, parce qu'ils ne demandent pas à changer les photos, donc comme on n'est pas stupide... Maintenant, ils sont passés sur Internet tout récemment. Moi, je suis toujours jeune sur ma carte de presse. Et Marine Vlahovic, tu es aussi journaliste. Tu as été correspondante en Palestine pour les radios publiques francophones, notamment pour RFI, pendant 3 ans de 2016 à 2019. Donc une vraie correspondante de terrain en zone de guerre. Une expérience que tu relates dans ton podcast Carnet de correspondante sur Arte Radio, prix SCAM du documentaire, mais l'an dernier au Paris Podcast Festival. Suite à cette expérience, te considères-tu toujours comme titulaire d'une carte de presse ? Est-ce que ça reste important pour toi ? Je l'ai encore, elle est là. Alors, je ne vais pas montrer ma tête d'il y a quelques années, puisque je l'ai obtenue en 2009. Je pense que c'est la dernière année que j'aurai une carte de presse. Là, elle est valable jusqu'en mars. Je suis devenue intermittente il y a quelques mois. Et la commission de la carte de presse, alors après, ça dépend... je vais quand même peut-être tenter le coup, mais généralement, la commission de la carte de presse refuse en fait le renouvellement de la carte aux intermittents. Et je vais être triste de la perdre, parce que je me considère toujours comme journaliste, même si aujourd'hui je fais plus de documentaires. Pour moi, c'est un peu un faux débat, en fait. Cette opposition entre le journalisme et le documentaire, je pense que ça peut être tout à fait complémentaire. Bien entendu que c'est un faux débat, mais c'est le thème du débat de ce soir. Bien. Marine, enfin, essayons de simplifier les choses quand même à un moment donné. Il n'y a que des faux débats, tu le sais bien, mais c'est du faux débat que naissent les grandes vérités. Exactement. C'est ça qui nous intéresse. Ça représente visiblement quelque chose pour toi. On sent quand même que c'est pas simple cet adieu au journalisme, à la carte de presse. Non, mais c'est surtout quand on travaille à l'international. Moi, par exemple, cette carte de presse, elle me permettait d'obtenir une accréditation israélienne en Palestine. Et ça me permettait notamment d'aller travailler à Gaza.
Gaza et de me rendre régulièrement à Gaza. Si je perds ma carte de presse l'année prochaine, je ne pourrai plus faire de demande d'accréditation auprès des autorités israéliennes, et donc je ne pourrai plus aller à Gaza. Je pourrais toujours aller travailler en Cisjordanie avec un visa touriste. Il y a énormément de journalistes qui font ça pour éviter de passer par les autorités israéliennes, ou je pourrais tout simplement m'y rendre en touriste aussi, mais voilà, cette carte de presse-là, c'était mon sésame pour Gaza. Donc ça va être beaucoup plus compliqué. Et vraiment, quand on travaille à l'international, tout est beaucoup plus simple avec une carte de presse. D'accord. Olivier Minot, tu es moitié humain, moitié transistor. Tu as commencé la radio à 15 ans au collège. Tu as travaillé sur Radio Canu à Lyon. Tu es documentariste sonore pour Les Pieds sur Terre sur France Culture. Tu as reçu le prix Italia du meilleur documentaire radio pour La Révolution ne sera pas podcastée sur Arte Radio, où tu as été aussi auteur du podcast Dépêche de 2018 à juin 2022 et désormais du podcast quotidien Arte Radio part en live. Tu as eu, mais tu n'as plus de carte de presse. Je l'ai eu parce que je l'ai demandé à un moment où j'avais des poursuites judiciaires. Suite à un tournage d'un reportage dans une action militante d'étudiants en grève qu'on appelle des autoréductions. En gros, c'est des étudiants qui sortent avec des caddies remplis d'un supermarché sans payer. Et suite à ça, il y a eu une évacuation de la fac. Et suite à cette évacuation de la fac, il y a eu 13 personnes qui ont été arrêtées dans l'évacuation de la fac, dont moi. Donc j'ai été inculpé pour vol en réunion avec violence, qui est quand même passible de 10 ans de prison, alors que j'étais là pour enregistré, et que les 12 autres personnes n'étaient pas forcément sur le lieu de l'action, puisque l'arrestation a eu lieu 3 heures après sur un endroit où il y avait beaucoup plus de monde, qui était la faculté. Et donc quand on se retrouve face à la justice, on a besoin de garanties de représentation pour dire qu'on est journaliste et tout ça. C'est dans ce cadre-là que j'ai demandé la carte de presse, et je l'ai eu pendant un certain nombre d'années, jusqu'au jour où effectivement ils ont fait un ménage dans les intermittents. C'est l'année où Pascal Clark a perdu sa carte de presse et elle en a fait un scandale. Je suis resté très humble. Tu l'as pas découpé en direct au micro comme elle l'avait fait sur Inter. C'est Patrick Cohen qui avait fait ça juste avant le renouvellement. Donc il avait découpé celle de l'année d'avant, ce qui était c'est facile. C'était assez hypocrite. Et autant moi je peux comprendre d'avoir une sorte de justification d'être journaliste quand on est sur des terrains de guerre comme Céline ou Marine. Moi j'ai quand même un gros problème avec ce truc qui s'apparente à un privilège pour plein de journalistes de bureau, qui leur sert essentiellement à rentrer gratuit partout et à avoir un abattement fiscal assez important. 7 400 €, j'en témoigne, chaque année. Ce qui n'est pas du tout justifié ni justifiable en fait. C'est un privilège qui pour moi est à abolir, quoi, la carte de presse en tout cas. Et pour terminer sur ton débat, je pense que la vraie question c'est: peut-on informer ou dire la vérité avec une carte de presse ? Ok, ça commence bien. Moi, j'ai rien dit. Tu as vu, j'ai soutenu ta question. Vous pouvez. Les gens qui nous écoutent de chez eux, qui nous regardent, peuvent poser des questions, parce que voilà, je n'ai pas l'habitude de la télévision, mais j'ai devant moi un téléphone sur lequel s'afficheront les questions que je vais pouvoir retransmettre. Oh, vraiment, ce statut de présentateur télé me monte à la tête. On va faire une étude de cas tout de suite qui va nous plonger dans le vif du sujet. Pour Carnet de correspondante, donc ton podcast de l'an dernier, Marine, tu racontais tes 3 ans de correspondante en Palestine en mêlant des extraits de tes reportages, des enregistrements personnels, tu racontais ta vie personnelle, et ton récit a posteriori enregistré à Paris. Mais tu y mêlais aussi des enregistrements cachés de tes échanges professionnels avec ta hiérarchie en Europe, avec le responsable d'Arte Radio, je moi-même, et la rédaction de RFI. Suite à quoi, à la diffusion de la série dans laquelle RFI n'était pas nommé, on t'a accusé de cracher dans la soupe, de manquer de déontologie, mais c'est surtout cette affaire de micro caché du fait d'enregistrer des échanges sans autorisation. Est-ce que c'est de là d'où vient ton éviction du journalisme, ou est-ce ce moment où tu décides de dire adieu au journalisme ? J'ai dit adieu au métier tel que je voulais le pratiquer déjà quand j'étais correspondante en Palestine, parce que c'était too much. J'avais vraiment l'impression de vivre un moment de travail empêché. Quand on essaye de bien faire son métier, mais que en fait les circonstances font que c'est pas possible. Et là, en l'occurrence, il y a ce problème de la vitesse. On nous demande de travailler très vite, de travailler mal. Si ça avait été travaillé vite et bien, ok, mais là, en fait, on me demandait de travailler vite et mal. Et donc, c'est à ce moment-là que moi, il y a eu ce déclic.
J'ai enregistré mes échanges avec les rédactions. Il n'y avait pas seulement RFI. Hein. Il y avait aussi Radio France, la RTS pour lesquelles je travaillais, les télés aussi. J'ai enregistré aussi les échanges avec des collègues, des confrères et des consoeurs, puisque c'est un métier très corporatiste quand même, très corpo. On aime bien dire consoeurs et confrères. Au début, surtout, en fait, les rédactions, c'était pour me protéger moi. C'est-à-dire que quand on est pigiste, on est payé à la tâche. On a un contrat, un CDI tacite. C'est la présomption de salariat. Donc on n'est pas vraiment salarié. Alors, on est salarié, on est payé à la tâche, on est salarié, on n'est pas titulaire d'un poste, mais on est quand même considéré comme en CDI, voilà. Même si on nous déclare en CDD, parfois des CDD d'un jour. Pourquoi j'ai enregistré les échanges avec les rédactions ? Parce que les commandes sont souvent passées au téléphone et presque jamais par mail, parce qu'il ne faut pas laisser de traces écrites. Si moi, j'avais décidé, en rentrant, d'aller devant les prud'hommes pour me faire intégrer ou pour obtenir une indemnisation, etc., on m'aurait évidemment demander des traces écrites. J'en avais, mais en fait, les commandes se passent par téléphone. Donc pour moi, mettre un micro sur mon bureau, c'était avant tout pour me protéger, me couvrir. Si j'avais eu l'envie, le désir, le courage d'attaquer les rédactions pour lesquelles je travaillais, et alors que j'étais complètement précaire. Et c'est comme ça, en fait, que ça se passe. Hein. Il y a énormément de journalistes pigistes qui se font intégrer. Bon, moi, j'étais très fière d'être pigiste, mais il y a eu un souci, c'est que quand j'étais sur place, RFI a décidé de nous sucrer les cotisations sociales, à nous, les correspondants à l'étranger. D'ailleurs, c'est toujours le cas. Donc, pas de retraite, pas de chômage, pas de sécurité sociale. Et donc, par mesure de protection, j'ai décidé d'enregistrer ces échanges. Parce que pour moi, il s'agissait surtout de dénoncer un système. Et il y a énormément d'échanges, par exemple, que je n'ai pas enregistrés parce que je n'avais pas l'enregistreur sous la main. Et je regrette de ne pas l'avoir fait parce que ma hiérarchie, ils étaient franchement dans une mauvaise position. Moi, ce qui m'intéressait de montrer en les utilisant dans ce podcast, c'était à quel point les rédactions à Paris, elles peuvent être complètement déconnectées de la réalité, mais elles ont des demandes complètement ubuesques. Ou aussi comment on nous traite comme de la chair à information. Il y a un extrait... On va écouter peut-être cet extrait. Les dépêches. Les dépêches qui dévoilent un peu un fonctionnement de l'information dans cette zone. Je ne suis pas couchée, je ne dors pas, je suis le truc et... Mes quelques heures de sommeil, je les passe en alerte. Ouais, que je reste en alerte. Avec mes 3 téléphones sous l'oreiller. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai 3 numéros. Un israélien, un palestinien et un français, pour être joignable à tout moment. Si je ne réponds pas dans l'immédiat, ou que je demande à certains médias de rappeler un peu plus tard, ça peut aussi se passer comme ça. Thank you for holding. Thank you. Ouais, allô ? Oui, bonjour, vous m'avez appelé tout à l'heure. On a réussi à se débrouiller avec la personne qui est prioritaire sur les listes d'intervention. Je vous ai juste demandé de m'appeler un quart d'heure après. Moi, je peux faire autre chose depuis tout à l'heure, madame. Vous êtes marrante, c'est génial. Merci, au revoir. C'est pas la peine. Enfin, je veux dire, c'est pas la peine non plus de me parler comme ça. Ni de me raccrocher au nez. Vous m'avez raccroché au nez. Non, vous m'avez raccroché au nez. Donc, je voulais juste vous dire que c'était pas la peine de me raccrocher au nez. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. C'est un journaliste télé qui me raccroche au nez. Sans doute un précaire, lui aussi, mais ce milieu est sans foi ni loi. Les chaînes d'infos en continu me sollicitent de temps en temps. Toujours quand ça chauffe, bien entendu. On rejoint à Ramallah Marine Vlahovic, correspondante sur place. Bonsoir Marine. Bonsoir. Comment la rue palestinienne, justement, se prépare à la journée de demain ? Bien écoutez... Je n'ai jamais supporté leurs questions simplistes. Et surtout leur sensationnalisme. Ça me tétanise. Mais les tarifs sont bien plus intéressants qu'en radio. Et j'enterre vite mes grands principes. Et j'ai pas regardé là sur le fil de dépêche, mais ça fait bien au moins 1 heure que ça a été... Les télés n'ont pas l'exclusivité des demandes absurdes. Les radios sont accros aux agences de presse. Elles sniffent de la dépêche. C'est simple. Si le sujet n'est pas sur le fil AFP, c'est comme s'il n'existait pas. En revanche, si une info tombe,
Et même si elle est insignifiante, je suis certaine qu'on va m'appeler. Qu'on m'appelle à 2 heures avant pour que je fasse des papiers. Et je leur dis, mais j'ai pas le temps de vous faire un truc correct. J'ai pas le temps de passer des coups de fil. Je suis pas là pour bâtonner de la dépêche, quoi. Putain, je suis correspondante, quoi. Voilà. Voilà. Donc là, c'est un exemple de micro caché. Oui. Alors évidemment, ça se passait pas toujours comme ça avec les rédactions. C'était parfois très cordial. C'était parfois rassurant aussi. C'est dur quand on est loin d'avoir un rapport quotidien avec des gens. C'était parfois humain et c'était parfois inhumain, comme cet extrait. Tu savais que là, c'était un accro à cette sacro-sainte confraternité dont on parlait. À partir du moment où tu dévoilais la fabrique de l'information et notamment les conditions de travail, et où tu prenais le risque de révéler des enregistrements cachés, tu te mettais, selon eux, selon les directions, en dehors du journalisme. Moi, les gens de RFI me l'ont dit. Ils me l'ont dit personnellement. Ils m'ont dit, à partir du moment où elle fait ça, elle n'est plus journaliste, et donc on ne parle plus de son travail. Ouais, mais j'ai raconté les coulisses, et donc la vérité, ma vérité surtout. Et donc c'est là où moi je me considère comme journaliste. Et puis en plus, je pense que ce travail, il est important. J'ai pas craché dans la soupe. Pour moi, c'est un outil d'éducation aux médias. Alors bien sûr, sur un sujet spécifique, une région très spécifique aussi. Je parle pas du journalisme en général. Je parle du métier de correspondant. Il y a énormément de correspondants en fait qui sont précaires. Et il se trouve qu'en plus, ça se passe quand même dans une région qui est sous le feu des projecteurs médiatiques, mais pas que, aussi très idéologique. Donc c'est un cas particulier. Mais pour moi, oui, c'est un outil d'éducation aux médias. Et ça n'a pas été le seul reproche. L'autre reproche qu'on me faisait, c'est que je racontais ma vie personnelle, notamment... que oui, je faisais la fête à Ramallah, parce que Ramallah, c'est une ville de fête, et on l'imagine pas comme ça, mais on y fait beaucoup la fête, et ça fait aussi partie du quotidien des correspondants, et ça fait aussi partie du quotidien des journalistes qui vont travailler en zone de guerre. Enfin, je sais pas, Céline, tu pourras en parler ou pas, ou dire. Mais il y a aussi cet aspect-là. Et donc moi, on m'a accusée d'être une alcoolique et de le raconter. Alors je ne suis pas alcoolique. J'allais boire des coups exactement dans les mêmes bars où mes chefs de bureau, qui eux sont toujours considérés comme des journalistes par leur hiérarchie, eux ils y allaient, sauf que eux ne le racontent pas. Ce que tu racontais aussi, c'est que être journaliste, c'est une personne. Tu es une jeune femme de 30 ans qui se trouve à Ramallah et tu sors le samedi soir comme toute jeune femme de 30 ans, dans la trentaine. Voilà. Mais c'était, je pense, une façon de te stigmatiser, de te marginaliser. Céline, j'ai l'impression que ça faisait écho chez toi et pourtant, toi, tu n'as pas de compte à rendre à une rédaction. Tu es journaliste indépendante, personne ne t'appelle. Ah aussi, on m'appelle beaucoup. Ouh là là. On t'appelle. En écoutant Marine, j'ai juste envie de dire, en fait, on est juste des gens normaux. Oui. Je pense qu'il y a une mystification de notre métier qui est extrêmement dangereuse. Je le vois, moi, dans mes rencontres avec les gens. Parfois, je sens même parfois, je dis pas que je suis journaliste, en fait. Oui. Parce que tout de suite, les gens, il y a une sorte de « Ah, t'es journaliste !» Alors en plus, quand vous dites que vous travaillez au Moyen-Orient, que vous allez sur des zones de conflit et que vous travaillez en plus sur le terrorisme, alors là, les yeux, ils s'ouvrent grands. Et moi, ça me met mal à l'aise, en fait, parce que je me dis, en fait, moi, je me sens tout à fait normale. Je fais ce travail avec conviction, avec passion. Oui, c'est un métier particulier, mais ça me place pas au-dessus des autres, en fait. Je pense que c'est important de le dire. Et surtout pas, au contraire, je pense au contraire que ça me place à égalité, voire même peut-être même en dessous, parce qu'on est tout le temps en train d'écouter. Et moi, j'ai juste une question, en fait, c'est quoi être journaliste ? En fait, on n'a jamais défini, enfin peut-être dans le débat, ça serait bien de définir, être journaliste, ça veut dire quoi ? Voilà, ça veut dire quoi être journaliste ? Pour moi, être journaliste, c'est rapporter la parole des autres. Voilà. Donc en fait, Marine est journaliste, tu es journaliste, on est journaliste. Tout le monde est journaliste un petit peu, en fait. Pour moi, c'est ça, être journaliste. Donc cette carte de presse, comme disait Marine, moi, elle m'est très utile pour aller dans des zones, évidemment. Sans carte de presse, je ne vais pas à Idlib, au nord-est de la Syrie. Je ne vais pas à Raqqa. Je ne vais pas à Gaza, je ne vais pas, si je veux aller en Iran, bon là pour le moment c'est pas possible, mais voilà, je ne vais même pas aux États-Unis en fait. Sans cette carte de presse, j'aurais pas de visa presse pour aller travailler aux États-Unis et sortir un micro dans la rue et je serais immédiatement arrêtée ou on me demandera qu'est-ce que je fais. Et juste pour rebondir à ce que tu disais aussi, la carte de presse elle est aussi utile en France. Moi je couvre les procès terrorisme. Sans carte de presse, on n'y rentre pas. J'avais préparé ce débat en me disant que toi, tu étais vraiment une journaliste qui incarnait la déontologie et la rigueur et la charte
Alors que nous, avec international du Marine, on journalisme. est... Alors que voilà, vous, avec Marine, vous étiez là On est les pour faire les rigolos d'Arte rigolos. Radio. Absolument. J'avais tout prévu, ça roulait à la perfection, et notamment cette histoire du micro caché. Et j'allais dire, Céline, elle ne ferait jamais de micro caché, évidemment. Et voilà que tu nous proposes un extrait sonore. Ouais. On va écouter le son numéro 1 de Peut-être juste Céline. expliquer, en fait, Ah, oui, voilà, pardon, peut-être le faire contextualiser. Alors ça, c'est très journaliste. Voilà, faire du contexte. Désolé. Donc pour le coup, ça, c'est très journalistique, faire du contexte. En fait, c'est un extrait de reportage de mon confrère et ami Noé Pignède, qui est sur les kafalas au Liban. Il a gagné le prix Chaffanjon l'année dernière pour ce super reportage. Les kafalas, ce sont les esclaves des Libanais. Et donc, dans ce long reportage, il va à un moment voir une agence, pour savoir qu'il y a des agences pour acheter son esclave, et il y va forcément en micro caché. Bonjour, ça va et vous? Oui, Alors dites-moi. j'en ai togolaise, pas de français, et camerounaise, pas de français. La togolaise, elle est très bien, elle est grande, pas petite. C'est quoi les différents prix? Les prix, c'est $2 700. Donc à vous, je dois payer $2 700. Le salaire de $100, le contrat 2 ans. Tu sais, l'Afrique, ce sont pauvres, ils prennent un peu de salaire. Pas de problème. Si toi, tu es avec la fille est contente avec toi, et comme ça, il n'y a pas un grand problème. Elle arrive, elle vient dans ta maison, tu dois essayer la fille. Après 2 mois et demi, tu commences ses papiers au Liban. J'ai 3 mois pour... Essayer. Et si jamais elle me convient pas? Tu la rends, tu prends une autre. Ok, et dans le contrat, elle travaille combien de temps? Bon, ici au Liban, il n'y a pas un contrat précis maintenant. Mais le contrat, c'est 8 heures par jour. Et un dimanche par mois, elle peut sortir. Je dois lui donner 1 jour de congé par mois dans le contrat. Dans le contrat, oui, mais la fille maintenant ne prend pas parce qu'il y a Corona. Et donc habituellement, vous m'avez dit, elle peut travailler de 6h à 22h. Oui. Et du coup, je deviens son kafil. Oui. Donc je suis responsable d'elle. Toi, tu es responsable d'elle. Si elle veut sortir de Liban, elle ne peut pas sortir sans toi. Il n'y a pas de risque qu'elle s'en aille Si quelque part, tu fais un papier, c'est pas le problème, c'est toi. Et le passeport, c'est moi qui le garde. Oui. Elle l'a pas. Non. Ok, justement pour ça, pour pas qu'elle puisse s'enfuir. Oui. Donc je garde son passeport, si jamais elle s'enfuit, j'appelle la police. Oui. Voilà. C'est ahurissant. Voilà, ahurissant. Et ça, sans micro caché, il n'aurait pas réussi à le faire. Et Noé, son côté journalistique, et je pense que vous l'avez noté, c'est qu'il reste calme. Il pose des questions qu'il a préparées en avance. Donc ça, effectivement, c'est du travail de journaliste. Alors que je le sais, parce que j'en ai beaucoup parlé avec lui, quand il sort de là, il a la rage, en fait. Mais il reste calme comme s'il était un vrai client, et il pose des questions de journaliste à quelqu'un que je pense qu'il a juste envie de frapper. Donc là, le micro caché, il est Mais voilà. du coup, on apprend tout. Les conditions, Ouais, tout. les conditions légales, le salaire, la mise à disposition d'un être humain pour un autre. L'esclavage moderne. Ça, c'est au Liban. C'est au Liban, ouais. D'accord. C'est bien le journalisme. Oui, c'est quand même bien le journalisme. Ça permet de dénoncer ces choses-là. Et une question pour Marine, mais je pense à laquelle vous pouvez répondre tous les trois parce que vous y êtes sensibles. Est-ce que le ton utilisé dans les reportages, notamment la voix qu'on demande d'utiliser, participe à désinformer ou du moins à dramatiser la situation? Je ne vois pas du tout ce que vous voulez dire. Et oui, bien sûr. Il y a une dramatisation. C'est devenu un réflexe, en fait, de prendre des pauses là où il ne fallait pas en mettre. On prend un certain ton, on prend un certain... Moi, je l'ai fait pendant longtemps parce qu'on me reprochait d'avoir une voix thalassa. Une voix qui endort. Et donc, je rendais ma voix de plus en plus grave parce qu'on me disait aussi que les basses, c'est ce qui reste dans l'oreille. Donc, il ne faut pas avoir une voix aiguë. Et oui, il y a un formatage. Enfin, on se met dans une posture de journaliste aussi. Moi, par exemple, je viens d'un milieu de classe moyenne. J'étais pas du tout destinée à devenir journaliste. Pendant des années, je me suis sentie me justifier être à cette place-là. Vous vous sentez illégitime? Oui, et ça peut encore m'arriver aujourd'hui. Et donc, oui, on prend une espèce de posture. Il y a une affaire de mimétisme aussi. On réfléchit plus finalement à comment on travaille. Et dans Carnet de correspondante, moi, ça me semblait intéressant de pouvoir montrer ces deux voix. Ma voix
ta voix et la voix que je retrouvais et la voix que tu prends dans les reportages et la voix que j'avais dans les reportages pour donner les nouvelles. Et bien sûr, oui, ça participe à la dramatisation. Mais c'est dur de pouvoir parler devant un micro au naturel quand on est tout seul devant sa feuille à enregistrer. Olivier Minot, c'est une voix que tu as beaucoup parodiée, la voix des journalistes, comme d'ailleurs Victoire Tuaillon dans son fameux podcast « Hélas, c'est le drame ». Et Florence, sur les internets, a une question pour toi, donc je pense à une auditrice assidue. Est-ce qu'à force de lire la presse tout le temps, c'est une drogue pour lui, on dirait, Olivier Minot envisage-t-il de rejoindre une rédaction papier? Et dans ce cas-là, est-ce que ce serait Rustica, Libé ou Mediapart? Ah bah Rustica, sans hésiter, je pense, pour la liberté. Non, moi je sais pas écrire, enfin, c'est un truc que j'essaye d'apprendre, mais donc non, c'est pas dans mes projets. Mais oui, je pense que peut-être dans la définition du journaliste, du bon ou du mauvais, il y a ce truc de suivre l'actualité et de lire la presse. Je pense que peut-être les dernières personnes qui lisent la presse, ce sont les journalistes, ce qui pose parfois un problème de qui parle à qui. Mais ça oui, fait des effets boule de neige. Tu sais que quand tu as un article quelque part, tu en auras d'autres. Les journalistes se copient entre eux, et quelqu'un sort un sujet, les autres font le même sujet, etc. Mais oui, moi je suis accro à la presse et je suis accro à la presse papier. Je suis dans la catégorie des vieux qui vont encore au kiosque pour acheter Le Monde ou Libé ou CQFD. Et dans ton podcast Dépêche, donc tu faisais cette revue de presse, mais tu égratignais assez souvent les médias. Tu pratiquais aussi le micro-trottoir, ce qui est quand même la forme la plus vile de l'information, et le reportage dans la rue. Et il y avait cette idée que finalement, tu allais confronter ce qui était la vérité médiatique que tu recevais avec ce qu'en disaient les gens dans la rue. Est-ce que ça, c'est pas le comble d'une certaine démagogie? Tout à fait. Next question. Oui, l'idée de Dépêche, c'était de faire des allers-retours entre deux caricatures, la caricature de l'élite médiatique parisienne qui raconterait une certaine vérité et la caricature du comptoir, de la rue, qui raconterait des complots. Et dans Dépêche, il y avait toujours cette idée de démonter parfois les contre-vérités des journalistes et de montrer que parfois dans la rue il y a des vérités qui sortent, mais que ça ne soit pas systématique, que dans la rue on entend aussi des conneries. Donc en tout cas, le grand jeu de Dépêche en général, c'était de faire des allers-retours effectivement tout le temps entre la rue et la parole médiatique, que ce soit par les lectures de journaux ou par des extraits de radio. Tu avais choisi un son, toi aussi, qui se passe à Notre-Dame-des-Landes, il faut le contextualiser. C'est un son donc, qui n'est pas de Dépêche, mais qui est un extrait d'un Pied sur Terre de 2013 que j'avais réalisé donc, pour France Culture, un reportage au long cours sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Donc on est en février 2013, 3 mois après la première vague d'expulsion de la ZAD, l'opération César, où ils avaient envoyé beaucoup de policiers de garde mobile pour expulser les cabanes, etc. Et ils n'étaient pas arrivés. Et 3 mois après, ils étaient en train d'occuper encore un carrefour emblématique. C'était vraiment comme une zone occupée avec... ils essayaient de casser, en fait, comme dans une guerre, des moyens de communication. Et donc il y a un carrefour sur lequel les zadistes devaient passer pour aller d'une zone à l'autre. Et sur ce carrefour, il y avait un checkpoint. Donc soit pour l'éviter, il fallait passer par les champs dans la boue, soit on pouvait passer par ce checkpoint, mais on subissait un contrôle d'identité. Et donc là, la situation, c'est un zadiste qui discute avec un policier. Combien de temps que vous êtes là, sinon? Suffisamment longtemps pour commencer à connaître vos fonctionnements et pour apprendre à vous parler sans être méchant, vulgaire et apprendre un peu moins à vous détester. Je vais pas vous mentir, j'apprends à... Je sais pas que je vous déteste pas, c'est que j'apprends à pas le montrer. Parce qu'au final, maintenant, vous êtes les voisins, hein, ça fait 2 mois et demi que vous êtes là, enfin, bientôt 3 mois. Nous, on occupe 2000 hectares, vous occupez 10 mètres carrés, mais vous êtes les voisins quand même. Hein. Et vous, ça fait longtemps que vous C'est êtes pareil, là on vient là avec des a priori en arrivant. Après, si on trouve des gens comme ça qui discutent avec nous, c'est pareil. Bah, pour c'est nous, très hein. bien. C'est très bien. C'est des deux comme côtés, ça que ça marche. fonctionne des deux côtés très bien. Est-ce que l'un de vous peut me montrer une de vos grenades assourdissantes ou des encleurs? Je touche pas, je me mets loin si vous voulez, y a pas de souci. Il n'y a pas de gradé, on en a pas. C'est les gradés qui ont ça. D'accord. C'est quoi ça? Enfin, celles-là, c'est des quoi? C'est des machins qui font très mal, c'est ça, ou c'est quoi? Juste par curiosité. Tout fait très mal. Tout fait très mal. Non, tout fait pas très mal, hein. Les lacrymos. Ça fait très mal. Faire gaffe, au bout d'un moment, ça peut peut-être attaquer le cerveau. Faire gaffe, hein, trop de lacrymo. Ah, j'ai envie de vous dire la même chose, hein, parce que le nombre de fois où vous voulez tirer dans vous, moi le nombre de fois où j'ai vu. Non, on a des masques, moi je suis pas habitué. Moi je pleure encore quand je reçois. Oh, pauvre petit chat. Ah, moi je pleure toujours. Je suis pas un gros dur, moi. On commence à savoir comment vous fonctionnez, les gars. Hein. Ouais, je sais bien, plus le temps que vous êtes, si vous avez pas compris, je pense que. C'est gentil parce qu'on sait comment vous fonctionnez et pour l'instant, on vous a pas encore vraiment fait ce qu'on pouvait. Il y a des gens intelligents. Non.
c'est juste que c'est pas une question d'intelligence. C'est une question qu'on reproduit pas les schémas de nos ennemis. Parce que nous, vous, je sais pas, vous faites des actions violentes, ça va changer quoi par rapport à l'aéroport, sérieusement, nous? Bah, rien. De quoi? Ce qu'il faut taper, c'est pas nous, hein, c'est là-haut. Hein. Le truc c'est que... Vous, la violence sur nous, qu'est-ce que ça va faire? On sera relevé. Non mais sérieusement, on sera relevé, il y a un escadron viendra après. Personnellement, je suis pour... j'aime pas la violence, mais je suis pas Jésus. On me tire dessus, on m'envoie du lacrymo dans la gueule, on me réveille à 6h du mat par des lacrymos dans la gueule, sans autorisation, en toute illégalité, bah forcément après je deviens violent. Je serais jamais resté si vos collègues avaient pas fait ça le 23-24. Je serais jamais resté ici. Je serais fait ma petite vie. Quel mois? Novembre. Je serais jamais resté si des gars m'avaient pas gazé à 6h30 du mat au réveil et m'avaient pas foutu des coups de tonfa sur le coin de la gueule. Gratuitement, sans aucune autorisation légale, sans avoir montré d'acte de perquisition, sans avoir aucun huissier. Je serais jamais resté. L'État a décidé de jouer au plus con. Et bah, le citoyen sera plus con que l'État parce que c'est le citoyen qui fait l'État. Qu'est-ce que tu veux montrer dans cet extrait? C'est un incroyable moment d'humanité que ce dialogue entre un zadiste et un CRS. Ouais, tout à fait. C'est par rapport au débat que j'ai choisi cet extrait parce que en fait la situation c'est que j'arrive avec ce zadiste moi-même habillé avec des bottes sales, étant là depuis une semaine, donc en plein hiver sur la ZAD à dormir dans un camion, à pousser un vélo sur lequel j'ai un micro. Le policier n'a pas vu que je l'enregistrais, je pense. Donc on est dans le cadre d'un micro discret. Caché. On est dans le cadre d'un journaliste qui n'a pas une carte de presse, que le journaliste qui carte de presse serait plutôt du côté du policier à attendre de capter une situation. En tout cas, il serait dans une position peut-être un petit peu différente s'il avait montré sa carte de presse. Hoche la tête. Non, pas forcément. On se met aussi souvent du côté des manifestants. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de journalistes blessés dans les manifs, en fait. Ouais, avec la différence que la police, alors ça a un peu changé depuis les Gilets jaunes. Où beaucoup même. On se fait quand même un peu taper. On se fait effectivement taper. Mais en tout cas, là, il n'y a pas de doute sur le policier. Il me prend pour un zadiste. Et du coup, c'est mon pote qui parle. Et du coup, je pense qu'il n'a pas la même parole tout à fait. Ou en tout cas, il ne va pas tout de suite à mettre la main sur le micro, comme ça peut m'arriver en manif, où tu essayes de capter une situation. Et tout de suite, effectivement, les policiers, ils n'aiment pas. Et ils ont peur que tu les filmes et tout ça. Donc c'est pour ça que je voulais faire entendre ce petit son. Pour toi, c'est important, Céline, de ne jamais cacher ta qualité de journaliste? Quand je vais rencontrer des gens ou pour faire une interview, je le dis. Après, au policier, s'il ne me pose pas la question, je lui dis pas. Enfin, il y a parfois des moments où je pars du principe que si on ne m'a pas posé la question, typiquement, je vais vous citer un exemple assez récent. Pour un sujet pour Mediapart, pour qui je travaille, on s'est rendu dans un CRA, un centre de rétention administrative. Je ne savais pas qu'on pouvait y rentrer comme ça. En fait, juste quelqu'un a donné notre nom et on a pu rentrer. Et à l'entrée, on ne m'a pas demandé qui j'étais. Donc je suis rentrée et personne ne m'a demandé est-ce que vous êtes qui vous êtes. Donc je suis rentrée, je me suis assise, j'ai pris des notes, je suis repartie. Et je pense qu'après ils se sont peut-être dit dans ce CRA, mince, on aurait peut-être dû poser la question de qui elle était. Mais on m'a pas posé la question. Donc, si on te pose la question, tu dis la vérité. Je sais pas si là j'aurais dit la vérité. Je pense que c'est là, dans non. la charte. Hein. Ouais, je pense que là j'aurais pas. Dans la charte du journalisme, j'avais monté un plan. On n'a pas le droit de se prétendre autre chose que ce qu'on est. Que journal, il me semble, c'est écrit noir sur blanc. Ouais. Est-ce qu'il la lit? Non. Qui l'a lu? Je sais pas, aller dans les couloirs du CFJ. Comme de temps en temps, je vais donner des cours de podcast là-bas, je la lis à chaque fois. Mais il faudrait qu'on la connaisse mieux, sûrement. Pour rebondir en fait sur l'extrait que tu as choisi, Livo, sur les ZAD, il y avait quand même une nette différence entre les journalistes avec carte de presse et les journalistes sans carte de presse. Moi, j'ai pas mal couvert la ZAD de Sivins, où est mort Rémi Fraisse, et on travaillait en binôme avec un de mes collègues et amis qui s'appelle Grégoire Souchet, qui a d'ailleurs fait un son extraordinaire pour Arte Radio qui s'intitule « Je quitte ma radio », parce qu'il travaillait dans une radio associative. Donc lui, c'est un journaliste de presse écrite et de radio. Il n'avait pas de carte de presse, parce que la carte de presse est conditionnée à des revenus. Donc il faut gagner assez, en fait, pour avoir la carte de presse. Et donc il y a quand même beaucoup de journalistes qui travaillent qui font du news, quoi, de l'actualité, qui n'ont pas de carte de presse parce qu'ils n'ont pas de revenus assez suffisants, assez élevés pour y prétendre, pour l'obtenir et la décrocher. Par exemple, moi j'avais la carte de presse et Grégoire ne l'avait pas, et lui il avait accès à des choses où effectivement, parce qu'il pouvait pas lui rentrer par exemple dans la ZAD s'il y avait un cordon de policiers qui demandait donc la carte de presse pour pouvoir rentrer. Lui il avait accès à des choses effectivement, certainement plus intéressante à l'extérieur. Et moi, j'avais accès à l'intérieur. Et donc, on s'échangeait les informations. Enfin, on travaillait vraiment de manière complémentaire. Je pense qu'il n'y a pas de côté manifestant ou côté policier. Mais justement, est-ce qu'on doit
toujours forcément choisir son camp, alors qu'on ne devrait pas. C'est une question de Tamara qui vient qu'une partie du problème. Tu disais les journalistes sont considérés comme des êtres supérieurs, et c'est vrai, mais c'est considéré comme quelqu'un qui est objectif. La première vertu, la première qualité qu'on demande à un journaliste, oublions la carte de presse s'il vous plaît, c'est d'être objectif. Comment on est objectif quand on intervient sur un terrain comme Raqqa, la Syrie? Alors, l'objectivité, c'est ce que j'essaie d'expliquer parfois à des étudiants, c'est les faits en fait. Donc quand on est à Raqqa en Syrie et que tout a été détruit par la coalition internationale, donc nos bombes, on le dit. Voilà. Donc évidemment, ça peut gêner certaines personnes. Quand je vais en Syrie et que effectivement je vois ces groupes armés kurdes, eh ben je dis aussi qu'ils font du recrutement forcé, qu'ils font du recrutement d'enfants. Donc ça plaît pas. Ensuite, on fait des reportages, on se fait insulter sur Twitter, on se fait menacer parce qu'on n'a pas soutenu la cause. L'objectivité, elle est là. Après, effectivement, pour moi, l'objectivité n'existe pas parce que je suis Céline, je suis une personne, j'ai mes émotions, j'ai mon background, j'ai les sujets qui m'intéressent. En fait, ça n'existe pas l'objectivité. Comment je peux être objective ? J'ai beaucoup travaillé sur cette ville, donc effectivement, mon regard que je vais avoir sur Raqqa, et tu le sais, va être différent de quelqu'un qui n'a jamais été, qui n'a pas autant travaillé que moi sur cette ville. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement sensible, donc je vais m'attarder sur les enfants, je vais m'attarder sur les femmes, je vais passer beaucoup de temps avec les femmes, alors que quelqu'un d'autre qui n'a pas ma sensibilité va pas s'attarder autant sur les femmes, mais il va s'attarder sur autre chose, et peut-être moi, je serais passée à côté de quelque chose d'important parce que je vais avoir passé du temps avec une femme et un enfant parce que, je sais pas, ça me touche pour des raisons très personnelles. C'est pour ça que pour moi, je dis que l'objectivité, ça peut pas exister. Alors toi, Livo, tu n'as jamais revendiqué l'objectivité. Tu es ce qu'on appelle vraiment un reporter engagé. Tu as un parti pris. Tu exprimes tes opinions politiques à longueur de dépêche, dans le choix de tes documentaires, dans ce que tu fais. Et là, pourtant, tu arrives à rendre un CRS sympathique. On ne te l'a pas reproché dans ton groupuscule ? J'ai dû payer l'impôt révolutionnaire beaucoup plus cher. Non, mais pour revenir sur la question, effectivement, je crois qu'on a quand même avancé ces dernières années sur cette idée que l'objectivité n'existe pas. C'est des choses qui ont. Aujourd'hui, on parle plutôt de... Enfin, moi, en tout cas, je me revendique plus d'une sincérité et d'un journalisme situé. C'est-à-dire que ce soit dans les dépêches ou dans les travaux, j'essaye toujours d'être à un endroit et de dire à quel endroit je suis. C'est ce que fait Marine dans Carnet de correspondance, et je trouve qu'on apprend finalement beaucoup plus de choses sur le conflit israélo-palestinien en écoutant ces carnets de correspondance plutôt qu'en lisant un travail objectif d'un correspondant qui nous raconterait pas grand-chose à part il y a eu un obus d'un côté, une requête de l'autre, j'en sais rien. Donc oui, je crois. Et puis moi je me réfère vachement au bouquin de Alice Coffin, Le génie lesbien, dans lequel elle parle pas mal du journalisme et elle redéfinit le journalisme situé. Et je me revendique assez là-dessus, sur le fait que, comme le disait Céline, on est des personnes et on n'est pas Dieu. En fait, l'objectivité, on n'est pas omniscient, quoi. On peut pas être à la fois insensible et avoir une vision sur tout, quoi. Donc on parle d'un endroit. Ce qui est important, je pense, c'est d'être sincère et de le dire aux lecteurs, aux auditeurs qui captent d'où on parle, et qu'à partir de là, il sait qu'il y a une part d'opinion dans ce qu'on raconte et qu'il peut se positionner avec, contre, un petit peu pour, un petit peu contre. Et que c'est là où se fabrique l'information, en tout cas. Ce qui est important dans ce que tu dis, c'est qu'on n'est pas insensible, en fait. Je pense que souvent, on nous reproche, peut-être à travers nos reportages, d'être insensible, mais en fait, il faut aussi que les gens comprennent qu'il y a les coulisses, et en fait, on pleure. Enfin, moi, je pleure, je m'énerve, je ris. Tu parlais un peu des coulisses tout à l'heure, mais je pense que c'est très important aussi pour démystifier notre travail. En fait, on n'est pas insensible à tout ça, c'est juste que parfois, on est un peu des médecins urgentistes dans certains cas, donc on doit faire un sujet, on fait ce sujet, mais après, derrière, on est juste des êtres humains, on a de la peine pour les gens, on les comprend, on garde contact avec eux, on n'est pas des monstres, en fait. Et parfois, comme on nous place dans les êtres supérieurs, on a l'impression que du coup, ça nous enlève toute humanité, et qu'on s'en fout des gens qu'on interroge, et qu'on les laisse de toute façon tomber, alors que non, on est... au contraire, je pense qu'on est tous des hypersensibles, en fait, autour de cette table. Vous trois, c'est sûr, mais en même temps, on est obligé de constater que, et chez les gens en général, et je pense chez les jeunes générations encore plus, vous êtes désormais aussi détestés que des avocats ou des publicitaires. Enfin, il faut reconnaître qu'il y a plein de gens qui ne croient plus en rien, qu'à partir du moment où une information apparaît, elle est immédiatement contestée. Il y a beaucoup de gens qui s'informent sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas qui dans cette pièce lit Libération ou Le Monde, mais je pense pas grand monde. Et par contre, on voit émerger des formes que vous-même avez choisies, qui sont celles du podcast, de la non-fiction, du récit de soi.
Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup dire « je », et peut-être que tu viens de donner la réponse, qu'est-ce qui fait que de dire « je », moi Céline Martelet, moi Marine Vlahovic, moi Livo, bon, d'accord, est plus crédible, même avec un pseudonyme. Qu'est-ce qui fait que de dire « je » est tout d'un coup devenu plus crédible que de dire « il s'est passé ceci ». Alors moi je le dis pas, donc je vais pas pouvoir répondre à cette question. Tu dis pas je, toi, jamais. Jamais. Ça, tu te l'interdis encore, c'est la dernière je dis on. Frontière déontologique. Alors je dis pas je parce que il y a toujours des gens qui m'aident, qui sont autour de moi. Il va y avoir un réalisateur, des gens qui m'accompagnent, des producteurs, des traducteurs, des fixeurs. Alors, je déteste ce mot, donc oui, je vais pas l'employer, mais voilà. Donc le jeu, je trouve que du coup justement, ça participe à l'être supérieur qui, toute seule, a déboulé à Raqqa. Hop, parce que c'est comme ça. J'ai pris un avion, je suis allée. Mais non, derrière, il y a toute une équipe, en fait. Il y a tout plein de gens qui nous aident. C'est pour ça que j'emploie le « on », en fait. J'ai beaucoup de mal avec le jeu et je pense que j'arriverai pas à y passer. C'est très compliqué pour moi. Mais c'est aussi ce qu'on nous apprend en école de journalisme. Enfin, c'est oui, moins le « on » que le « nous ». Nous, pensons, on peut le lire d'ailleurs encore dans certains articles. Nous arrivons, nous... Pour toi, c'est plus sincère de dire « je » parce que tu t'es dévoilé comme une personne aussi. Oui, non, mais pour moi, c'est complètement hypocrite de dire « nous » quand on parle du « je » tout seul. Voilà. Pour moi, ça a été vraiment compliqué d'écrire Carnet de correspondante et c'est pour ça que j'ai traîné parce que j'avais du mal à passer au jeu. Mais ensuite, quelle libération! Parce qu'il y a une question de subjectivité assumée, une question de sensibilité, mais aussi d'honnêteté intellectuelle. On se réincarne en tant que personne, en tant qu'humain, et on n'est pas forcément le journaliste omniscient ou en tout cas placé sur un piédestal quand on dit je. Moi, je l'ai fait une fois, je serais prête à le refaire, mais ça me fait aussi plaisir de m'effacer. Enfin, moi, je suis devenue journaliste pour écouter, pour enregistrer. Pour écouter les autres, comme Céline le disait, ouais. Comme Livo le dit. En même temps, tu peux être plusieurs jeux, puisque dans Carnet de correspondante, tu es sur le terrain en train de faire un reportage, où tu fais une sale blague sur les tirs dans les couilles, je crois, et ensuite tu te commentes a posteriori en te disant « je me déteste d'avoir fait cette blague à ce moment-là ». C'était pas une blague, c'était ma réaction, c'est-à-dire que je vois passer un blessé devant moi, et on me dit « c'est grave », et là je dis « non, en fait, il a été touché dans les couilles, et c'est pas grave ». C'était ma réaction sur le moment, je l'avais complètement oublié. Je l'ai redécouvert en écoutant les rushs. Voilà. Et donc évidemment, c'est important de faire ce commentaire, puisque c'est pas moi à ce moment-là qui m'enregistre. Enfin, je suis dans le rush, il y a des balles qui sifflent partout. Le vrai moi, c'est celui qui vient commenter par la suite. Sur le jeu, moi j'emploie le jeu. Après, il y a ta question est un peu biaisée parce qu'il y a une question de fond et il y a une question de forme. C'est-à-dire que moi, dans l'exercice des pêches où je joue une sorte de personnage qui est noyé dans les médias et qui va faire des blagues avec, effectivement, c'est très subjectif. Je dis je raconte ma vie. C'est plus ou moins fictionné, mais c'est très proche de la réalité. Après, moi, ça m'arrive de faire des travaux, par exemple. J'ai longtemps fait des reportages au pied sur terre à l'époque où on faisait des pieds sur terre sans commentaires, c'est-à-dire où tout était sur le montage, où on enlevait toutes les questions pour éviter que l'auditeur ait l'impression justement qu'il y a un filtre et qu'il ait l'impression que les personnes qu'on rencontre étaient des personnages à qui il s'adressait directement, mais c'est tout autant subjectif parce que le travail du montage, tu fais ce que tu veux avec un personnage à la radio, tu peux le rendre puant, tu peux le rendre sympathique et du coup le jeu il apparaît là, la subjectivité elle est là. Donc moi je pense, ce qu'on disait tout à l'heure, l'objectivité n'existe pas, donc on parle toujours d'un point de vue. Donc effectivement dire quand Léa Salamé pose une question à un grand patron, elle parle en tant que bourgeoise. Non, je dis pas ça forcément péjorativement, mais c'est sa position dans la société et elle peut pas s'en extraire. Enfin, elle a beau faire des exercices elle n'y arrive pas. Et du coup, et c'est pas grave, mais c'est dommage qu'elle l'assume pas plus, quoi, pour qu'on le sache. Ça tombe bien, Vincent nous demande c'est quoi la vérité d'ailleurs. Merci Vincent pour cette question. On va y répondre immédiatement. Est-ce que Céline Martelet, en faisant justement ce podcast La Cage sur Arte Radio, qui est quand même très différent de ta pratique habituelle du journalisme, on peut le dire, est-ce que tu as eu le sentiment, alors c'est pas toi qui dis je dans ce podcast, on ne t'entend pas, c'est une femme, Nesrine, qui s'est radicalisée sur Internet, une jeune Française qui s'est radicalisée sur Internet, qui est partie rejoindre Daesh et qui te raconte, une fois revenue en France, ses années dans l'État islamique. Donc c'est un jeu qui est le sien, c'est le jeu de Nesrine. Est-ce que tu as eu le sentiment là, et, enfin je pense que si tu as fait ce travail, que d'écouter cette voix, ça nous est touché une vérité qui n'était pas atteignable autrement. Quelle serait cette vérité
du podcast documentaire par rapport à la vérité journalistique? Punaise, vous avez 3 heures. Non, en fait, le récit de Nesrine, il est fort parce que c'est sa vérité à elle. Alors évidemment, j'ai vérifié. Moi qui ai beaucoup travaillé avant sur cette thématique, tout ce qu'elle me raconte, elle n'a pas déboulé comme ça et j'ai pas bu ses paroles. Tout ce qu'elle me raconte, vu que je travaille depuis longtemps, je sais que c'est une vérité, c'est sa vérité vue à travers ses yeux. L'exercice de podcast, d'abord, il est long, il y a 4 épisodes, c'est ça aussi qui change avec ce que je fais d'habitude, et ça lui laisse le temps de raconter son histoire, ça nous laisse le temps de l'écouter, ça nous laisse le temps de nous plonger dans cette ville de Raqqa avec les sons qu'on est allé chercher, tu t'en souviens, sur place. Si quelqu'un était venu et m'avait raconté une toute autre histoire où vraiment il y aurait eu des incohérences, jamais je serais venue te voir pour te dire voilà, j'ai une super histoire, on va faire ça. Mais voilà. Si on a le sentiment de toucher une vérité sur la radicalisation et sur comment une jeune femme, une jeune étudiante de banlieue parisienne peut tout d'un coup, en quelques semaines, se retrouver dans l'un des pires endroits au monde et auprès des pires personnes au monde, si ça nous renseigne sur une certaine vérité, c'est par un artifice émotionnel, c'est une vérité humaine, c'est sa voix qui est très particulière, c'est la réflexion qu'elle a, c'est parce qu'on l'entend faire des crêpes avec ses gamins, et donc on se dit si elle fait des crêpes avec ses gamins, c'est pas une mauvaise personne. Tu vois ce que je veux dire? Et j'en suis le reproducteur, mais est-ce qu'il y a quand même là, en chargeant une émotion, on bascule dans autre chose qu'une vérité objectif journalistique. En fait, moi, je dirais juste qu'on lui a rendu son humanité, en fait. Elle n'était plus une terroriste partie en Syrie, elle était juste Nesrine. Et je pense que c'est pour ça que ce podcast a beaucoup écouté, il faut le savoir, été écouté par les juges, par les magistrats, par les avocats, par les victimes d'attentats, qui nous ont beaucoup contactés pour nous remercier. Je me souviens notamment d'une victime qui m'a remercié en me disant je suis moins en colère maintenant parce que j'avais envie de les détester, de les haïr, et en fait, elle m'a juste... En fait, je pense que notre métier, c'est faire comprendre. Notre travail, toi et moi, c'était pas de dire Nesrine, la pauvre, elle est victime. Et d'ailleurs, elle le dit dès le début, dès le premier épisode, je ne suis pas une victime. C'était juste que les gens comprennent les mécanismes qui ont poussé ces gens-là à partir, à faire ce choix de partir, de rester, de revenir, et qu'est-ce qu'ils deviennent aujourd'hui. Après, le reste de la vérité, de est-ce qu'elle doit être condamnée ou pas, c'est pas mon rôle. Je suis pas juge, en fait. Et ça, la justice le fera, elle sera jugée, et le juge décidera si oui ou non elle mérite d'être condamnée et à quelle peine. Mais là, l'idée du podcast, c'était vraiment faire comprendre dans une période compliquée où les gens, la France a été traumatisée par ces attentats. Mais plus personne ne veut rien comprendre, ou on veut juste les éliminer, ne plus jamais les voir. Et la radicalité, dans les deux sens, ne fonctionne pas. Elle est pire puisqu'elle alimente ces monstres-là. C'était ça le travail, en fait. Et je pense qu'on a réussi. Et qu'elle a réussi, surtout. Ça, c'est vrai que c'est un podcast qui a eu un énorme impact, dont on nous parle beaucoup. Mais ça passe. Qu'est-ce qu'il y a dans ces histoires de récit de soi, dans ce jeu, dans ce récit au long cours, au long terme? Qu'est-ce que ça trouve donc que le journalisme aurait raté ou aurait désormais raté? Toi, tu penses que c'est justement le temps, la durée, l'humanité? Pour moi, oui. Il y a une question, il y a une question de format qui joue beaucoup, parce que... À part un interception sur France Inter qui est à 40 minutes, on n'arrive jamais au même... C'est pour ça que tu fais des livres, que toi tu fais des séries documentaires, toi aussi. C'est le temps long qui peut nous sauver. Et puis le temps de production aussi. C'est pour ça que tu écris des livres aussi, Céline, parce que tu en écris pas mal, du coup, entre deux reportages. Non, mais écrire un livre, c'est jamais la même démarche. Alors, moi, j'écris des livres pour que ça reste. Ouais. C'est écrit, les gens pourront pas dire on savait pas. Après, débrouillez-vous, faites-en ce que vous voulez, mais c'est écrit, vous le saviez. Isabelle sur les internets veut savoir si, je pense que c'est ironique, peut-on enseigner le journalisme sans carte de presse? Ça serait bien, ça changerait. Oui, moi je le fais des fois. Toi, tu interviens dans les écoles? J'avoue. Non. Si, ouais, c'est vrai. Ça peut m'arriver, ouais. Je suis bien intervenu payé avec non, c'est très mal payé, c'est des facs. Ah oui. Ah oulala. T'es payé 3-4 ans après, des fois. Sans aucune exagération. Est-ce qu'on peut informer autrement et comment, mademoiselle? Est-ce que le podcast, le récit de soi, le temps long est l'unique solution? Pourquoi le podcast connaît un tel succès? Je pense qu'on a besoin d'entendre des histoires. Et c'est ça aussi le journalisme. Moi, à titre personnel, j'ai fait une intoxication d'informations. Je m'informe plus autant qu'avant. Par contre, je préfère consacrer le temps de cerveau disponible qu'il me reste à écouter des podcasts.
à écouter des histoires, à écouter autre chose. Mais peut-être que je reviendrai à un régime strict de l'information, mais je pense que oui, il y a quelque chose qui se joue dans le récit, et c'est pas forcément le récit de soi. Livo, est-ce que tu crois, par exemple, je sais que tu es un grand fan des radios associatives, de la presse parallèle, tu fais toujours attention, même dans ta revue de presse, à donner des échos à de la presse beaucoup plus marginale ou engagée. Est-ce que tu penses qu'une partie de la solution, elle est là, qu'il faut s'informer sur divers canaux, ou est-ce que finalement, avec ta pratique des radios associatives, tu dis finalement ils ne travaillent pas mieux que les autres, même si ce n'est pas pour les mêmes raisons? Non, après c'est compliqué de répondre si brutalement comme ça. Effectivement, il y a une question de temps, une question de travail au temps long, de récits longs. En fait, je crois que c'est pas une question de podcast ou de radio. Il y a des récits longs à la radio, il y a des récits longs en livre, il y a des papiers il y a eu une époque là où quand Dov Alphon a repris Libération, où tout d'un coup on a eu des enquêtes de 4 pages, ce qui est revenu. Moi j'ai vachement apprécié, alors que j'étais très critique sur la tournure que prenait ce journal. Donc, c'est bien amélioré, bizarrement. C'est une question effectivement, je crois, de temps long, pas forcément de support, puisqu'il y a des podcasts courts tout pourris, et il y a des beaux documentaires à la radio. Et puis oui, alors après sur la question des médias alternatifs, c'est plutôt une question de liberté de ton et de sujets de niche. On parle beaucoup de l'explosion du féminisme dans le podcast, mais ça fait quand même 30 ans qu'il y a des émissions féministes sur les radios libres et associatives qui ont été bien souvent plagiées par les podcasts et commercialisées par les podcasts. Donc je crois que, en tout cas sur les moments de lutte, je crois que c'est dans ces médias-là qu'il faut plutôt regarder, en tout cas sur les moments de lutte pour différentes émancipations, en tout cas. Parce qu'il y a plus de liberté, parce que c'est plus des paroles de terrain. Peut-être parce qu'on connaît mieux ce terrain-là aussi, peut-être parce que les médias de lutte sont plus à même d'aller parler à des ouvriers en grève, à des femmes en révolte, ce qui sont déjà dans ce terreau-là. Faoris dit que veut dire la vérité quand votre rédacteur en chef vous demande de ne pas publier sur ce que vous avez travaillé? Ça n'arrive jamais. Hein. Ça m'est jamais arrivé, moi. C'est vrai. Sincèrement, ça ne m'est m'est jamais arrivé. Non, je sais, moi non plus. Ouais. C'est un mythe. C'est un mythe. En tout cas, non, mais vraiment, sincèrement, ça ne m'est jamais arrivé. Jamais. Okay. Moi, ça m'est arrivé, malheureusement. Je le raconte d'ailleurs dans Carnet de correspondante. Un petit épisode de censure. Bon, il est temps de demander à la foule du Palais de Tokyo si elle a des questions, et je suis sûr qu'elle en a. Est-ce que quelqu'un a le micro? Je rebondis sur l'extrait que vous avez passé, le premier extrait. Quelqu'un dans une agence qui racontait comment on pouvait faire pour avoir une esclave moderne. Et en effet, c'est choquant. Et en même temps, quand on va au Liban, il suffit de sortir dans la rue pour s'apercevoir de ça. C'est une notoriété publique. Et donc c'est choquant, et en même temps c'est pas tellement choquant. Ce qui serait choquant, c'est d'entendre en fait, d'aller écouter une Éthiopienne. Et je veux dire, vous le faites vous sûrement, mais je veux dire d'une manière générale, dans les médias, c'est toujours la même parole, quoi. Il y a une non-représentation, il y a une non-parole, il y a une non-écoute, il y a des personnages fantomatiques, quoi. Alors pour répondre, d'abord tout le monde n'a pas la chance d'aller au Liban et de savoir ce qui s'y passe. Donc je pense que dans cette salle... Non mais je réponds du coup, dans cette salle, je pense que tout le monde n'est pas allé au Liban. Tout le monde ne sait pas, j'aimerais bien faire un sondage, mais qui sait ce qu'est une kafala? Je suis pas sûre que tout... Voilà, une personne, voilà. Donc 2. Mais là, pour reprendre cet exemple-là, évidemment, il y a des kafalas qui sont avant, après, pendant. Ils racontent leur histoire. Noé a été... parce que c'est son sujet à lui, donc c'est pour ça que j'en parle, a été l'un des premiers à le faire et à leur donner longtemps la parole. Pour parler de la cage, c'est exactement la même chose. Je pense que c'était la première fois où on donnait la parole à une femme qui est restée longtemps sur place. En fait, ça existe. Aussi, je suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis, parce que oui, non, quand même... donner la parole à cette femme, à cet esclave, c'est une parole qui pouvait être immédiatement mise en cause, et ce serait une parole victimaire. Là, tu as une scène, tu as une situation qui est d'un choc, qui est d'une violence inouïe, qui ne peut pas être contestée. Cette situation est incontestable. Quelqu'un est en train d'acheter un être humain à quelqu'un. Si tu me dis que tu as déjà entendu ça partout et que ça ne dit rien de plus, excuse-moi, non, moi je n'ai jamais entendu ça, et c'est juste ahurissant. Ce n'est pas en donnant la parole forcément à des victimes ou à des gens pas entendus que tu fais avancer les choses. Une parole, elle peut être contestée, elle peut être mise en doute. Là, tu as quelque chose de totalement incontestable, parce que tu as vraiment un acte de pouvoir. Et tu reconnais la voix du pouvoir, tu reconnais la voix de la tractation, tu reconnais la voix du commerçant.
c'est juste, pour moi, ça a une très très grande force. J'entends ce que tu dis par ailleurs. Hein. Je sais qu'il y a des voix qu'on n'entend pas ou qu'on entend moins ou qui sont minimisées. Mais là, il me semble que c'est, pour le coup, là, il y a un vrai travail de journalisme qui est fait, qui est une évidence de la preuve. C'est pris sur le fait. C'est le mec qui accepte une valise d'argent. Enfin, là, on est vraiment dans quelque chose. Or, dans un témoignage de victime, et ça, c'est terrible, quelqu'un m'avait dit, un bon producteur, le producteur de l'émission Striptease, il m'avait dit cette phrase horrible, « Toutes les victimes se ressemblent ». C'est les bourreaux qui sont intéressants, c'est les méchants. Nous, on s'est rendu compte très vite à Arte Radio, quand tu fais des documentaires sur des gens pauvres et qui souffrent, les gens tournent le bouton. Quand on a tourné les riches, c'est tout le sens du travail que fait Pascal Pasquariello. Si tu veux faire un travail révolutionnaire, il faut tourner les riches. Si tu veux que les gens se révoltent contre l'esclavage au Liban, il faut tourner les esclavagistes. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut cette diversité et je me dis des fois que parce qu'on part de ce principe que cette parole, elle ne nous intéresse pas ou que c'est des victimes et que de toute façon elles n'ont que ce discours victimaire que personne n'a envie d'entendre, du coup on le... Mais moi, je pense que s'il y a une parole sous-représentée, c'est bizarrement, alors qu'on a l'impression d'entendre que la parole du pouvoir, c'est justement la parole des riches et des gens de pouvoir. Moi, je pense que plus tu donnes la parole à Elon Musk, plus il s'effondre. D'ailleurs, les Arnaud, les Pinault, les vrais propriétaires du monde des médias ne parlent jamais vraiment. En tout cas, pas à n'importe qui. Ils parlent à ceux qui payent. On voit bien la réaction de Cyril Hanouna quand on met Bolloré en cause sur son plateau, où il pète les plombs tout de suite. Les vrais riches, les vrais propriétaires ne parlent pas. Quand on leur tend un micro, plus on va les faire parler, plus on va comprendre quelle est l'idéologie qui les anime, plus ça les met en danger. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils ne parlent pas. Quand un riche se met à parler de son point de vue riche, tout sort. Et on comprend comment le monde fonctionne. Moi, je suis d'accord avec toi, Sylvain. Après, je mettrais quand même un petit bémol. Effectivement, il y a des zones qui sont inatteignables, les très gros riches. On parle souvent que les journalistes peuvent pas aller enregistrer une assemblée générale d'étudiants en lutte, mais on peut jamais aller enregistrer pour de vrai une assemblée générale d'actionnaires d'une très grande entreprise, et encore plus. Par contre, il est vrai que l'information est fabriquée par quand même une classe dominante dont on fait partie, et que dans ces médias-là, la parole de gens dominée est souvent pas bien mise en valeur. Alors je parle pas de nous parce que justement il n'y a pas le temps, parce que elle est souvent aussi très caricaturée, pour peut-être aller dans le sens de ce que disait notre auditrice. Je ne sais pas ce qu'elle disait, mais ça existe quand même toujours, ce truc de... Enfin, on le voit par exemple sur les grèves. Dès qu'il y a une grève, on regarde la télé, comment les grévistes sont caricaturés. C'est quand même assez hallucinant. Et c'est toujours ça. C'est vrai que c'est toujours ça, je suis d'accord. Finalement, est-ce que c'est la même chose d'avoir comme but avoir un impact ou dire le vrai? Ah, on a bien fait d'attendre cette question. Finalement, est-ce que c'est la même chose, le même but d'avoir un impact ou de dire le vrai? Le vrai a un impact. Le vrai a un impact? Tu crois encore ça? Oui. Le réel a un impact. Le réel a un impact, bien sûr. Et le réel existe. Pour la cage, c'est le meilleur exemple. Oui. Voilà, c'était réel et ça a eu un impact. L'impact est rare quand même dans le monde journalistique. Ça marche encore. Ça marche encore. Vous ne croyez pas que le travail peut changer le monde? Moi, je pense que du bon travail peut changer le monde. C'est pas vrai? Je suis d'accord. Je cite toujours le même exemple. Il y a eu un documentaire il y a des années sur Arte qui s'appelle Le Monde selon Monsanto de Marie-Monique Robin. Avant, personne n'avait jamais entendu parler de Monsanto. Maintenant, ils ont été obligés de changer de nom tellement ces gens représentent la pire lie de l'humanité. Un documentaire de 52 minutes par une femme, Marie-Monique Robin, qui google les noms des employés de Monsanto et qui les retrouve dans le gouvernement américain qui donne les licences pour les engrais, et boum. Donc quand même, ça a un impact. Moi, j'ai fait certains sujets qui ont eu un impact. Non, mais il y a toujours des impacts. On a un exemple, par exemple, avec la dernière enquête de Libé sur France Culture, qui va sans doute avoir un vrai impact. Mais pour le moment, non, ça reste très calme. Mais là, pour cet exemple, malgré le magnifique travail, Bayer n'est pas dans la mouise. Et je veux dire, les pesticides sont toujours autant répandus. S'il y a du recul sur les pesticides, je crois que c'est aussi grâce aux luttes de militants écologistes. Même si ça aide à informer sur ce qu'étaient Monsanto et Bayer, mais Bayer n'a pas mis la clé sous la porte et on mange toujours des légumes dégueulasse. Non, mais je pense que c'est aussi vraiment une façon en fait, de se convaincre de continuer à travailler par passion, de se dire que effectivement oui ça va avoir un impact, mais un travail journalistique ne va pas changer la face du monde, quoi. Mais ça, je pense que c'est bien aussi d'être clair. Moi j'essaye toujours
quand je fais des projets de documentaires, de dire aux personnes qui sont les protagonistes que ça va pas forcément changer leur situation. Bien, c'est sur et ce c'est message assez triste, d'espoir. mais c'est réaliste. Ok. Merci Marine Vlahovic. Désolée. C'est sur ce message d'espoir que nous allons vous quitter. Merci Céline Martelet. Quelque chose à ajouter? Non, moi je pense qu'on peut. Je suis pas tout à fait d'accord. Tu penses qu'on peut avoir un impact? Non, pas un impact. On va pas changer le monde, effectivement, mais je veux dire, sinon pourquoi je m'embête à aller en Syrie, aller à Raqqa, donner la parole. Voilà, je pense que s'il y a plus de journalistes, par exemple, je suis toujours à Raqqa, mais s'il y a plus de journalistes qui vont à Raqqa, personne ne saura jamais que nous avons complètement rasé cette ville et que peut-être le prochain monstre va naître de là-bas. Donc pour moi, ça c'est déjà un impact. Évidemment, je vais pas sauver la vie des gens et je le prétends pas du tout. Et d'ailleurs, je leur dis aussi, et ils en sont conscients, mais oui, on est là en fait. Et tant qu'on est là. D'accord. Sinon, on arrête de soigner les gens, on arrête de les défendre. Voilà, on en arrête fait, de les informer, on est là, en fait. on arrête de les nourrir. Enfin, rien n'a d'impact et tout est. Et on est là essentiel. pour chercher, on est là pour secouer, on est là pour dire des choses qu'on voudrait pas, voilà, et que c'est pas, les frontières ne nous arrêtent pas, les bombes ne nous arrêtent pas, et voilà. Enfin, c'est un peu utopique peut-être, mais en tout cas, moi, c'est pour ça que je continue. C'est beau. C'est beau. Là, je crois qu'on est bien. Allez, une petite note d'espoir. Merci beaucoup à vous trois. Merci beaucoup à vous toutes et tous d'être là. Merci. arteradio.com